c'est que le client gagne sa vie avec son camion. Ouais. Puis moi, c'était primordial pour moi de donner le camion au client pour qu'il puisse gagner sa vie le plus vite possible. Le matin, là, j'ai dit, c'est pas vrai que moi, je vais passer pour un pas bon. Je trouvais ça complètement ridicule d'arracher de l'argent à un client qui n'était pas nécessaire. Tu peux faire de l'argent vite fait d'argent. Mais ce qui va te suivre après, pas sûr que tu vas en faire autant d'argent. Tu peux pas faire d'argent sur tous les jobs que tu fais. Ça, c'est... Quelqu'un qui pense de même, il n'ira pas loin dans la vie. Il est rentré un camion poubelle que le moteur a sauté, puis il était chargé. Fait qu'on rouvrait la petite porte d'homme, puis là, on avait le nez dehors, puis on ouvrait la porte de même. Bonjour, bienvenue au podcast Histoire de Troc. Aujourd'hui, on a une édition spéciale pour le 40e anniversaire de Camion BL. Aujourd'hui, on est avec le fondateur Daniel Lamoureux, Samuel Lamoureux, directeur général, et moi-même, Philippe Lamoureux, vice-président. Une histoire de famille. Ouais. Good. Ben Daniel, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'historique. Comment ça a commencé? De où tu viens? Pourquoi tu as décidé de partir Camion BL, il y a 40 ans? Dans le fond, mes parents, ils étaient une famille d'entrepreneurs. Mon père et ma mère avaient un dépanneur, une ronde de pain avec des pistilles dedans, puis poulailler. Fait que, on était habitués, jeunes, à tremper dans le business. Fait que ça nous a toujours suivis. Ensuite de ça, mon père avait toujours besoin d'un helper sur sa ronde le samedi parce qu'il finissait tard. Fait que je suis offert, puis ça... J'ai fait la ronde avec mon père une dizaine d'années. Jusqu'à temps que je parte à mon compte, le 3 mars 1985. Puis ensuite de ça, quand on est parti dans notre compte, on était deux associés, moi puis Jean-Claude Bourgard, dans le fond. Et maintenant, sa retraite. Ensuite de ça, on était seulement avec Mobile au début. Au début de tout, on était à Unité Mobile, puis là, il y a plusieurs clients qui nous disaient si vous aviez une place pour aller vous faire travailler, on vous encouragerait. Fait que là, on a loué une place pas loin d'ici, une porte, dans le fond, à un monsieur qui avait ce bâtisse-là. Puis, de fil en aiguille, l'ouvrage a augmenté tout le temps. Fait que 3 mois plus tard, on a loué une deuxième place avec 2 portes. Ça, c'était au mois juin 85. Excuse. La première bâtisse, c'était avril 85. La deuxième, c'était en juin 85. Puis là, l'ouvrage continuait toujours à augmenter. Fait que on a décidé de vouloir bâtir un garage. Là, les banques ont toujours peur de peu près n'importe quoi. Fait que notre première banque qu'on faisait affaire nous ont refusé notre prêt. Puis, Comment vous avez pris ça à cette époque-là, de se faire refuser un prêt? Vous aviez du gaz à donner? on était deux jeunes de 24 et 27 ans. Puis là, quand on a parlé de ça à notre comptable, comme quoi que la banque nous refusait, il dit « Comment ça, votre banque vous refuse? Ça n'a pas d'allure. » Il dit « Attendez, il y a quelqu'un qui va vous appeler dans pas long. » Fait que, à l'intérieur de 15 minutes, la Caisse des Jardins nous a appelés, puis la Banque Royale. Non, excusez, la BMO. Fait que là, ils nous ont dit, on veut vous rencontrer. Ils nous ont rencontrés. La BMO nous ont dit quasiment tout de suite qu'on était acceptés pour bâtir un garage. Et puis à l'époque, c'était comment le montant, mais en tout cas, ils ont dit, vous êtes acceptés. Puis la Banque de commerce à qui on faisait affaire en premier, ils ont refusé parce qu'ils disaient qu'on était trop jeunes. Demande à BMO, pourquoi vous avez accepté, vous autres? Bien, vous êtes deux jeunes, vous êtes capables de foncer. Fait que deux banques, deux visions différentes. Fait qu'on est encore avec BMO aujourd'hui. Fait que ça l'a aidé. Ça a été payant pour eux autres. Ça a été payant pour eux autres, exactement. Tu sais, Daniel, tu as sauté vite un peu de la ronde de pain à partir à ton compte, mais peut-être nous parler de comment tu as commencé en mécanique. C'était quoi un peu ton background de mécanicien à la base? Au fait, quand j'étais allé à l'école, j'ai suivi un cours en meubles de construction. OK. Donc, j'ai changé de branche pas mal.
À l'été 80, non. L'été 78. Je venais de finir l'école en meuble de construction. Mon père faisait affaire chez un concessionnaire de camions. Puis, il cherchait quelqu'un pour faire des changements d'huile parce que le mécanicien s'en allait probablement à sa retraite, je me souviens plus dans le temps. Là. Et mon père, il a dit au propriétaire, il dit, j'ai un gars chez nous qui s'arrête à faire ça. Le monsieur, il dit, c'est-tu Daniel? Parce qu'il me connaissait, parce que j'allais des fois avec mon père à ce garage-là. Fait que mon père, il dit oui. Il dit qu'il vient de me voir l'après-midi. J'ai commencé à travailler là, en 78, jusqu'à temps que je parte à mon compte en 85. Puis, avec un concours, j'ai commencé avec des changements d'huile graissage. Puis en dernier, je faisais toutes les transmissions différentielles, puis j'ai commencé à faire des moteurs. Ça devait être spécial. Quand tu arrivais là avec ton coffre à outils, tu avais juste un marteau, une drill, puis Ouais. Disons que, ouais. faire des changements d'huile, barre ça à va clous. moins bien un peu. Une barre à clous. Une barre à clous. Fait que toi, au lieu de vider les pannes par le bouchon, tu faisais des Il trous faisait des dedans. trous dedans, mais oui. Non. Disons que j'apprenais assez vite. C'est autodidacte. Et autodidacte, en plein ça. Comment tu as pris l'intérêt pour la mécanique après? Qu'est-ce que tu as fait dans les prochaines années? Tu disais que tu es rentré comme mécanicien, tu faisais des changements d'huile, mais je pense pas que tu es parti à ton compte en faisant des changements d'huile. Mais comme je dis, tu sais, au début, j'ai fait des changements d'huile, mais ça n'a pas été long. Ils m'ont mis sur d'autres jobs, mettons des breaks. Puis, une année, c'est tout moi qui réparait les camions accidentés. J'ai commencé à faire des transmissions différentielles, puis j'ai catché ça en dernier. C'est tout moi qui faisais. Même celui qui était là depuis longtemps, il est venu me voir une année parce qu'il était embêté comment remonter une transmission, mais ça faisait 25 ans qu'il faisait. C'est moi qui a dit que c'est faire. J'étais quelqu'un qui. Je suis encore quelqu'un de même aujourd'hui. Là. Je vois quelque chose, je suis rentré là. Tu cherches à comprendre comment ça marche au lieu de faire la recette. Exactement. Il faut que tu comprennes ce que tu fais dans la vie, mais c'est ça. Moi, je comprenais ce que. La mission qu'une transmission avait dans la vie, je la comprenais. Puis, tu sais, là, tu as décidé de partir à ton compte en 85. Qu'est-ce qui t'a motivé à dire je pars à mon compte? Tu avais une bonne job, tu étais stable, tu étais rendu justement, tu étais encore en progression. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire du jour au lendemain, moi puis Jean-Claude, on décide de partir à notre compte? Disons que l'élément déclencheur, c'était un matin où je travaillais. Le grand service est venu me donner une job pour de faire quelque chose sur le camion. Au fait, c'était un différentiel. Il me disait que le différentiel échappait. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, est-ce que ça se peut qu'un différentiel échappe? Ça avance ou ça avance pas? Ça grogne. Si ça avance, ça grogne, les dents cassées ou... Il me dit, enlève le différentiel. Parfait, on va enlever le différentiel. Je suis rendu au camion. Là, le camion, c'était des roues à sport qu'il y avait dessus. Dans le temps, c'était à la mode. Sur 5 studs, il y avait 3 studs de cassés. Donc, c'est la roue qui tournait sur le hub. J'ai retourné voir le gérant de service. Il a dit, c'est pas le différentiel qui est en trouble. C'est les studs de roue qui sont cassés. Il m'a répondu, je t'ai dit d'enlever le différentiel. C'est beau, on va enlever le différentiel. J'ai défait le différentiel. Je suis allé le voir, j'ai dit, c'est quoi tu veux que je change dedans? Tout est beau. Il m'a dit, change les bearings puis espère de guide. C'est bon. J'ai remonté le différentiel. Après ça, je suis allé le voir, puis le narguer, j'ai dit, là, j'ai dû réparer le différentiel. Je répasse-tu les stops de roue ou je les laisse de même? Il m'a juste regardé, puis en voulant dire, il venait de comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Fait que, ce matin-là, j'ai dit, pas vrai que moi, je vais passer pour un pas bon. Puis je trouvais ça complètement ridicule d'arracher de l'argent à un client qui n'était pas nécessaire. Ça faisait aucunement partie de mes valeurs. J'ai toujours été honnête dans la vie. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que moi, je vais passer pour un malhonnête pour eux autres. Ce matin-là, j'ai dit, ça y est, le compte à rebours est déclenché. C'est là que tu entamais les démarches pour voir comment est-ce qu'on faisait pour partir une compagnie. Parce que Exactement. ton père avait déjà une compagnie. Mon père avait déjà une compagnie, oui. Mais tu sais, il fallait s'informer, mettons, tous les permis que ça nous prenait et tout ça.
On a travaillé fort, on a réussi. Tu sais, au début, on était à segment mobile, fait qu'on se rendait chez les clients. Ça a vite changé de tangente, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, au départ, ce que tu m'avais dit, ce que nous avais dit, c'était que tu avais un petit van, vous aviez mis vos coffres d'outils dedans, puis vous vous rendez chez les clients faire les réparations. Puis, c'est quoi le genre de réparation que vous faisiez chez les clients? On faisait tout. On faisait toute la mécanique qu'il y avait à faire. S'il y avait un moteur à faire, on faisait le moteur chez le client. Au fait, dans le fond, on allait réparer des camions chez des clients qui avaient des garages. OK, ouais. Sauf exception, des fois, on faisait du roll call souvent aussi. Fait que, Tu m'avais déjà raconté que tu avais changé une transmission sur le bord du chemin. Ça, c'est une cloche sur le bord de l'autoroute. une Dans cloche. ce temps-là, c'était moins fou qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça, changer une cloche sur le bord de l'autoroute. C'est quand même une bonne job, là. Ça prend une couple d'heures à faire. Oui, mais quand même, on voulait. Ouais, c'est ça. Tu avais le vouloir, je pense, pour changer une cloche sur le bord du chemin. Exactement. Il fallait le vouloir. Et la business que j'ai montée, j'ai pas monté ça avec rien. Là. On a fait des heures. Il y a des semaines qu'on a facturé 112, 115 heures par semaine chacun. Fait que C'était sur 6 jours. c'était sur 6 jours. Ça fait une Fait bonne que moyenne. compter comment il en reste pour dormir, il en restait pas gros. Fait que le samedi soir, quand on finissait à aller au lundi matin, c'était quasiment dormi à côté. T'avais plus le temps d'aller à la messe le dimanche, là, après ça? Ben non, là, c'est de là que j'ai commencé à délaisser la messe. T'avais pas le choix, fallait que tu dormes un peu. Ben oui, c'est ça. Ah, je me rappelle quand on était jeunes, on l'a jamais tant vu parce qu'on était des enfants, mais tu venais, tu travaillais toute la journée, tu venais souper le soir, tout ça, puis quand on était couchés, nous autres, on avait 7 ans peut-être, puis tu repartais, puis tu allais travailler, nous autres, on ne savait pas, dans le fond. Mais c'est sûr que tu devais avoir des méchantes journées à la fin. Exactement. On commençait à 7 h le matin, puis tu dis on a soupé, puis on a travaillé le soir, puis des fois jusqu'à minuit, 1 h, 2 h du matin. Quand tu arrivais chez vous, tu prenais ta douche, tu couchais, fait que déjeuner, il était vite arrivé. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, vous avez bâti le garage. Soit c'est en 88 que vous avez bâti. En 86. 86, vous avez bâti. La première partie, c'était en 86. Le premier garage. Puis après ça, dans le fond, est-ce que vous continuez à faire du road service ou du road call quand même, ou c'était plus mécanique? On en faisait quand même, mais de moins en moins. Okay. Plus ça allait, moins qu'on en faisait. On aimait mieux faire des réparations au garage. Il y avait moins de va-et-vient, surtout pour railler après les pièces. Puis ça, là, on avait des pièces en même le garage. Ah, c'est ça. Tout dépendant des jobs qu'on avait à faire. C'est sûr que mieux quand on installé sa route, on allait pareil. Là, mais... Quand vous avez justement loué le garage, vous avez commencé à avoir des employés avec vous autres. C'est en 85, ça, quand, dans le fond, les premiers employés? En 85, les premiers employés ont commencé. D'ailleurs, le mécanicien qui portait le numéro 2, Bernard Robert, il est malheureusement décédé il y a quelques semaines. Il travaillait chez nous depuis pratiquement le début. Oui, c'est ça. Ouais. Tout qu'un pilier. Un pilier, puis tout un homme, tout un mécanicien. Vraiment. Oui. Quand même, c'est un gars qui a donné pas loin de 40 ans de sa vie pour la business. Ouais. Exactement. Je trouve ça beau de voir ça. Dans les temps où les employés changent peut-être un peu plus de place, c'est quelqu'un qui est dédié à la cause. Exactement. C'est sûr qu'aujourd'hui, les employés sont plus volatiles, comme on peut dire. Ouais. Mais quand même, quand on regarde ça, chez BL, on a beaucoup de monde avec de l'ancienneté. On a quand même du monde au-dessus de 30 ans d'ancienneté, on en a pas mal. Oui. 15 ans, 20 ans, 25 ans. Oui, c'est sûr qu'on est comme choyé dans le business parce que on a beaucoup d'employés avec de longues dates. Je regarde même des histoires de famille un peu, des pères avec des fils, des cousins. Fait que on a une couple d'histoires de famille aussi en relève de Camion BL. Fait que moi, je trouve ça beau à voir. Je trouve ça le fun. Oui. On a quand même quelques-uns, oui. Quand vous avez bâti ça, le garage au 50, au début, ça ressemblait à quoi? Parce que c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Vous aviez de la vision, mais peut-être pas. Vous pensiez peut-être pas que ça deviendrait aussi gros que ça l'est aujourd'hui. C'était quoi votre besoin à l'époque? Au début, c'est sûr que quand on a bâti le garage, on ne pensait pas département de pièces ou peu importe. Nous autres, c'était avoir un garage pour faire de la mécanique.
Dans le fond, il y avait 5 portes de mécanique. Le garage avait 100 pieds par 100 pieds, dans le fond. Puis on avait un petit département de pièces bien petit. Pour nos propres moyens à nous, dans ce temps-là, on ne pensait pas vendre des pièces à l'externe. Fait que là, on a commencé de même. Puis ça, c'était en 86. En 88, on avait quelqu'un qui venait travailler chez nous à temps partiel. Jean-Guy Côté, dans le fond, qui était spécialiste en suspension. Puis il nous disait, vous devriez bâtir un département de suspension, je viendrai travailler pour vous autres. Fait qu'en 88, on a décidé d'agrandir de 3 portes. Faire de la suspension, de l'alignement. Jean-Guy s'est tendu avec nous autres, avec deux autres gars qui travaillaient avec lui avant. Et la suspension partie de même. Ensuite de ça, en 92, là, on s'est aperçu qu'on pouvait vendre la pièce à l'externe. On a commencé à vendre la pièce à l'externe. C'était vraiment trop petit pour ce qu'on. En 92, on a décidé d'agrandir le département des pièces et la partie des bureaux. Là aussi, la business grossissait, fait que ça prenait plus de monde dans les bureaux, ça prenait un meilleur département de pièces. Fait qu'on s'est mis à vendre la pièce à l'externe. Tu avais de la pression un peu pour bâtir des bureaux, je pense. Oui. Il y a quelqu'un qui t'avait même un petit peu de pression. Oui, hein? oui. En fait, on avait engagé quelqu'un pour faire les commissions puis faire de la comptabilité en fin 85. Puis aujourd'hui, c'est rendu ma femme, Chantal Perrault. Ouais, je pense que c'était pas évident de travailler. Elle travaillait dans le milieu du garage à travers les zip guns puis Exactement. la fumée de soudage et tout ça. Fait que je pense que tu avais affaire à construire des bureaux. Ouais, ben, Elle aussi, elle a contribué beaucoup à l'essor de Camion oui, BL. Elle aussi, en a fait beaucoup d'heures. vraiment. je pense pas que c'était facile pour elle d'avoir un bureau au milieu d'une shop de suspension. C'est quand même bruyant. C'est pas des travaux de diagnostic. C'est correct qu'un laptop, ça fait pas de bruit. Mais Non. quand tu arrives avec des zip guns, puis Des fois, quand elle était au téléphone, puis elle disait, gars de marchand dans le garage, elle disait au client ou à la personne qui parlait, elle dit, je vais pas te rappeler. Elle attendait que le zip gun arrête, Ouais. puis fait que ça pour dire les bureaux, ils étaient rendus nécessaires, je il pense. était rendu nécessaire, exactement. C'est en 92 aussi que vous avez eu votre première franchise Freightliner. Oui. Peut-être nous parler de ça un peu, comment ça a parti, qu'est-ce que ça a eu comme effet pour la business. Au fait, avant 92, dans le fond, on était comme sub-dealer de Freightliner Sherbrooke. Puis, on était rendu qu'on vendait plus de camions que lui. Fait que là, on a demandé la franchise directe à Freightliner et M. Joly a été choqué de ça. Il est venu s'acheter une bâtisse à Granby et notre enseigne qu'on avait chez nous lui appartenait. Donc, il est venu décrocher son enseigne chez nous puis il l'a mis à l'autre place qu'il avait acheté pour venir nous couper l'herbe en dessous des pieds. Mais nous autres, l'ouvrage a tout continué, puis on était assez débrouillards, fait qu'on s'approvisionnait ailleurs pour les camions. Il n'en vendait pas plus qu'il en vendait avant. Là. pas l'enseigne qui faisait C'était la réputation. C'était ça. C'était pas l'enseigne qui faisait le dealer, dans le fond. Fait que un vendredi après-midi, le directeur des ventes de Freightliner Canada, il y a eu un appel de Freightliner, de la direction de Freightliner, en disant pour lui que à qui donnerait l'agence Freightliner à Granby? Est-ce à nous ou à Michel Joly? Fait que c'était Luc Gendron, notre directeur des ventes. Fait que là, il s'est dit, je vais faire quelque chose pour vous autres. Je vais descendre à Granby, puis je vais vous envoyer une petite vidéo. On dit, ben beau. Il est allé chez Michel Joly, il a filmé le garage, il y avait un camion dans la cour. Il n'y avait pas rien d'autre à part ça. Il est arrivé dans la cour chez nous, la cour était pleine à craquer, le garage était plein à craquer. C'était un vendredi après-midi. Là, il a pris la vidéo, puis il a envoyé ça à Freightliner. Ils ont dit, prenez votre décision maintenant. Ça n'a pas été bien long. Ils ont dit, je pense qu'on sait vers qui. Là, ils nous ont donné l'agence. Le choix était évident, mettons. Le choix était évident, oui. On a signé. Dans ce temps-là, il y avait comme 2 agences séparées chez Freightliner qui étaient Medium Duty et Heavy Duty. Fait qu'ils l'ont fait et ils ont dit, on va vous donner Medium Duty en partant pour atténuer les choses, puis on verra plus tard. Pas longtemps après, ils nous ont donné Heavy Duty. Ils nous ont donné franchise complète.
Ça a eu quoi comme impact, ça, le changement de dire, OK, vous êtes parti service mobile, après ça, OK, vous aviez votre garage, tout ça, mais après ça, de tomber concessionnaire, tu sais, je pense qu'il y avait une structure un peu différente. OK, la gestion des garanties, la vente de camions plus structurée. Ça a amené une autre dynamique un peu. Comment vous Exactement. avez vécu ça, ce changement-là? Tu sais, au fait, quand on est tombé dealer, je travaillais au service. C'est moi qui étais directeur du service dans ce temps-là. Je faisais du service, je faisais de la mécanique, on faisait à peu près n'importe quoi. On se débrouillait avec le bon qu'on avait, dans le fond. Puis, un moment donné, j'ai commencé à faire des garanties, parce que là, quand on est tombé dealer, il fallait faire des garanties. Mais c'est le job à peu près que j'ai eu le plus dans ma vie. Fait que, un bon matin, j'ai dit à Jean-Claude, j'ai dit là, on s'engage quelqu'un de garantie, moi, je suis plus capable de faire ça, puis j'ai pas le temps, j'ai ça faire ça. Fait qu'on a engagé Robert Dupont. C'est encore chez nous, d'ailleurs. Il est encore chez nous, d'ailleurs, Robert. Fait que là, j'ai pris la pile, j'ai dit à Robert, tiens, c'est ta job à partir de maintenant. Ouais, l'histoire dit que ça a été ça, la formation. C'était de transmettre la boîte, puis organiser ça avec ça, mon grand, t'es Ça, capable. c'est ta formation, puis il dit, je peux te guider un peu, mais il était parfait bilingue, fait qu'il dit, j'ai donné des contacts aux compagnies, puis il s'est débrouillé. Fait que c'était ça le processus d'intégration à l'époque. C'était tout Exactement. ça. Tiens, vas-y, mon Robert. Tiens. Capable. On n'a pas le temps de montrer. Une tape dans le dos, puis il était parti, par exemple. Aujourd'hui, il est assez. Il fait sa job. Aujourd'hui, il a assez bien bon appris. pour ça. Il a bien appris. C'est peut-être parler après ça, tu sais, à partir de 92, un peu ce qui s'est passé par après. Tu sais, je pense que la business a toujours continué à grandir. Vous avez fait d'autres investissements, Jean-Claude, au fil du temps. Oui. Ensuite de ça, ensuite, à la suite de Freightliner, on a eu l'agence de Sterling, les camions Sterling. Les camions Sterling, on a eu l'agence pendant une dizaine d'années, peut-être. Puis en 2009, les camions étaient bâtis à Saint-Thomas, en Ontario. Saint-Thomas ont fait la grève. L'usine de Saint-Thomas ont fait la grève. C'était la seule usine que Daimler avait, parce que Freightliner appartenait à Daimler, appartient encore à Daimler d'ailleurs. C'était la seule usine qu'il y avait au Canada. Là, ils ont dit, tous les usines réunies ont moins de jours de grève qu'une seule usine au Canada. Fait que là, ils ont donné un ultimatum aux employés. Ils ont dit, on vous fait une offre, c'est l'offre finale. Si vous n'acceptez pas ça, on ferme les portes. Ils ont refusé et ils ont pas tenu parole. Ils ont fermé les portes en 2009. Ça nous a fait de mal parce que cette année-là, on avait vendu 100 camions Sterling. Ouais. Freightliner. C'est à peu près quoi la moitié de vos ventes? À l'époque, c'était 40%. pas tout à fait la moitié, mais proche. Quand même. Ouais. Il y avait quand même un engouement pour ce produit-là. Tu sais, je pense que c'est un produit un peu différent du produit Freightliner, mais tu sais, pour faire des camions plus vocationnels, Exactement. on avait une bonne clientèle pour ça à Les l'époque. bétonnières puis les camions à graville, on en vendait. Ouais. C'était pas des hot dogs, mais proche. Puis comment, tu sais, comment vous êtes reviré de bord un peu avec ça après? Parce que là, tu sais, c'est un marché qu'on laissait un peu, tu sais, le produit Freightliner, je pense qu'il répondait un peu à ce marché-là, mais pas 100% non plus. Qu'est-ce que tu as décidé de faire à ce moment-là pour te revirer de bord? Fait que là, je me suis levé de bord, fait que j'ai appelé mon représentant de Freightliner. Là, j'ai dit, moi, je vais avoir la franchise Western Star. Fait qu'il dit, c'est probablement possible. Fait que c'était, à l'époque, celle qui s'occupait de Western Star, c'était Vanessa Parker. Très gentille. Fait que ExpoCam 2010. Elle dit, on va se rencontrer, on va aller déjeuner ensemble à l'ExpoCam 2010. Et après ça, on va décider si je vous donne la franchise ou pas. C'est bon. Dans ce temps-là, notre représentant des ventes, c'était Raymond Berillot. Fait qu'on est allé déjeuner, moi, Raymond Berillot et Vanessa Parker. Puis, à l'époque, le dealer Western Star de Lennoxville avait fait faillite. Fait avant le déjeuner, Vanessa demande à Raymond Berillot, est-ce que le territoire est libre présentement? Il dit oui. Il dit Lennoxville qui avait le territoire a fait faillite. Elle dit OK, c'est à vous autres.
Fait que c'est demain qu'elle s'est réglée. Fait qu'après ça, on a déjeuné, puis il me semble que le déjeuner était bon. Ouais, fait que c'est venu pallier aussi à la perte de Sterling, je pense, d'arriver avec ce nouveau produit-là. Mais Exactement. quand même, vous avez eu du travail à faire pour. Oui, c'est sûr que ça a parti, Western Star est parti plus lentement, parce qu'à l'époque, il y avait juste les catégories des gros Classe 8. classe 8 Ouais. heavy duty. Puis après ça, ils ont rajouté des gammes plus petites. Fait que aujourd'hui, on vend plus de Western Star qu'on vend de Fredland. Ouais. Quand Puis même. on est même rendu troisième au Canada pour toutes les ventes vocationnelles. Exactement. Je pense C'est qu'aujourd'hui, Western on a fait une bonne job à développer ce pense que- produit-là. Je pense que oui. Ouais, on a peut-être skippé ce bout-là, mais tu sais, toi et Jean-Claude, vous aviez parti quand même à Drummondville, le garage aussi, en 98. 98. Peut-être nous parler un peu de ce projet-là, dans le fond, de où ça a parti, puis pourquoi vous avez décidé d'ouvrir à Drummondville. Dans le fond, nous, on avait le territoire de Granby, puis Drummondville faisait partie du territoire de Granby. Fait que le territoire était quand même assez grand. Fait que là, on a décidé de bâtir, on a demandé à Fredland si on bâtirait un garage à Drummondville, c'était OK pour eux autres, ils ont dit oui tout de suite. Là, Fait que pendant le verglas, on était en train de bâtir à Drummondville. Fait que là, à Granby, on est parti le 3 mars 1985. Et à Drummondville, on est parti le 3 mars 98. Fait que 13 ans plus tard, à la même date. Puis en plus, c'était même pas planifié de même. Un addon, c'est quand même un drôle d'addon un quand addon, même ouais, quand exactement. tu regardes ça. Fait que là, on a bâti Drummondville. Puis en 2007, moi et Jean-Claude, on s'est séparés. Lui a gardé Drummondville, moi j'ai gardé Granby. Là, ensuite de ça, les gars sont rentrés dans le business. Que vous laissez dire votre cheminement depuis quand et Ouais, c'est ça. Ben, je pense que à cette époque-là, quand tu es arrivé pour te séparer d'avec Jean-Claude, tu nous as posé une question qui était quand même bonne question à poser pour moi. En tout cas, moi, j'avais 14 ans, toi, tu avais 17 ans, ça veut dire. Tu sais, hey, les gars, ça vous tente-tu de reprendre ça, la business, tout ça? Mais je lui ai demandé la question que je vous ai posée. Et vous autres, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Vous m'avez répondu tous les deux. Votre parole exacte, oui, on perd. On veut travailler au garage. ouais. Là, je vous ai dit, une décision à prendre. Soit je vends mes parts ou j'arrête les parts en l'autre. Vous avez dit, nous autres, on veut travailler au garage. Fait de là que Mm. j'ai décidé d'acheter les parts à Jean-Claude de Granby puis vendre les miennes à Drummond, Ah, c'est ça. à Jean-Claude. Ouais. On travaillait déjà au garage, il faut le dire. Quand même, Exact. on avait des postes assez importants. On finissait l'école en juin, puis on arrivait à tourner ça, cette belle pelouse-là, là, qui n'avait pas été coupée depuis le mois de mars. Quand il dit, vous avez commencé en bas de l'échelle, Ouais. d'après moi, il n'y avait aucun barreau. Ouais, non. Non, non. Vous étiez directement au sol. Ouais, mais ça a été le fun, par exemple, de justement commencer par les postes d'entrée puis comprendre aussi comment que ça fonctionne, cette belle business-là. Fait que ça nous a aidés. Toi, Sam, tu avais un historique de faiseur de palettes. Là. Ouais, C'était ton c'est poste ma officiel. première job, c'était de défaire des palettes. En tout cas, je sais pas si tu m'aimais pas ou quoi, là, mais défaire des palettes pendant un mois de temps au gros soleil. Mais écoute, ça a forgé le caractère un peu, je pense. Ouais. Tu vois, ça fait combien d'années de ça? Ouais, ça fait pas loin de 30, 20 ans, mettons 22 ans. Je te rappelle encore. Fait que ça- Encore. Et, Surtout pour un modique salaire de 2,25 $, je trouvais que c'était quand oui, même... mais à l'époque, c'était quand même bien payé. Là. T'avais 2,25, toi? Mais j'ai pas fait ça trop longtemps. Après ça, je me faisais attaquer par les cotons de gazon et d'arbres derrière le garage. Fait que, ça a été ma première été. Fait que j'ai appris à la dure, mais après ça... Tu avais appris à travailler jeune. Ouais. Ah ouais, j'avais 11, Et 12 pour avoir ans. du cul dans le bec. C'est ça. 11-12 ans, ma première job chez BL. Ouais. Après ça, tu sais, on a travaillé aux pièces. On a pas mal fait le même parcours. Tu as suivi mes traces, Phil. Fait que, tu sais, on a travaillé aux pièces. Après ça, tu sais, défaire les commandes, répondre aux clients, aux mécaniciens. Fait que, tu sais, on a quand même fait notre chemin tranquillement, pas vite dans le business. Fait que, Mm.
T'étais farceur un peu, toi, Dan. D'après moi, t'allais mettre de l'engrais, là, sa pelouse, là, avant qu'on arrive. Parce que quand on arrivait, il y avait des troncs d'arbres, des mauvaises herbes, c'était gros de même. On arrivait pour couper ça avec la weed eater. Moi, je sortais, je finissais le midi, j'avais du gazon partout dans les cheveux. Et, en tout cas, je me rappelle encore. Mais je sais pas si c'est pour les bonnes raisons. Tu disais tantôt, ça fait 20 ans, tu t'en rappelles encore. C'est ça, c'est ça. Ouais. Vous en rappelez encore de ces Ah ouais. jobs-là. Fait que, Ah ouais, non, c'est... Mais... vous allez répéter ça à vos enfants plus tard. Puis, Hmm. C'est ça. eux aussi, ils vont faire comment quelque part. Ça. Ah, t'as raison. Mais en tout cas, moi, je pense que ça a eu un vraiment bel impact de commencer puis de comprendre aussi. Le gazon, on aurait pu le skipper, mais c'est correct, on l'a fait. Mais d'arriver dans les pièces, comprendre comment ça fonctionne, département de service, tout ça. Tu sais, aujourd'hui, je pense que ça nous donne une bonne vue d'ensemble des opérations, comment C'est dans le comment ça fond, fonctionne. vous avez été vu comme par les employés, comme quoi vous n'avez pas tout coupé dans le bec. Vous avez travaillé pour monter, Ouais. monter dans le business. Et vous n'avez pas parce que j'étais propriétaire du garage que je vous ai mis sur un piédestal puis tu passes devant tout le monde. Vous avez gravi des échelons par votre détermination vous autres-mêmes. Ouais. Vois-tu, moi, après l'école, j'ai commencé peut-être en 2000, j'aurais dit 2010 peut-être que j'ai commencé à temps plein, on va dire, chez BL. Toi, Phil, ça doit être en 2012 peut-être. Ouais. Après ça, je pense qu'on a pris quand même plus de place dans le business. Puis après ça a amené quand même à des beaux projets. On pense à l'acquisition de Suspension Victo. Après ça, on a fait d'autres projets. Mais Les constructions, ouais, Drummondville. construction de Drummond, exactement. Ouais. C'est peut-être, je sais pas si ça vous tente de jaser un petit peu justement de l'acquisition de Suspension Victo. Je pense quand même notre première percée, on va dire pour nous. Là, toi, Dan, tu avais déjà fait Drummondville avec Jean-Claude, mais Oui. notre première percée hors de Granby, on va dire. C'est que première acquisition d'un autre garage. En 2018. Peut-être parler un petit peu de cette histoire-là. Je pense que c'est quand même intéressant. Dans le fond, Suspension Victo était sous-agent de Frédéric Drummondville à l'époque. Puis, il s'entendait pas bien avec Jean-Claude. La manière qui fonctionnait, il n'aimait pas ça. Il était venu nous voir pour que je m'associe avec eux autres. Puis qu'on parte la franchise Western Star là-bas parce que le territoire de Western Star était à Granby. Fait que au début, j'ai dit ouais, ça m'intéresse. Il faudrait aller voir. J'avais jamais été chez Suspension Victo. Fait que j'ai dit, je vais aller voir comment vous marchez et tout. Puis, fait que j'arrivais là, puis à un moment donné, les gars sont rentrés Sam et Phil sont rentrés avec moi dans le processus de discussion puis tout. Puis on est venu tout le monde au même point que on achetait 100% ou on achetait pas tout. C'est bon. On y va de même. Je vends tout au complet. J'ai fait l'acquisition en février 2018. Ça fait à peu près 7 ans ces jours-ci là, qu'on est là. Ouais. Quand ça a été quand même des beaux apprentissages pour moi. Là. C'est pas mal moi qui avais le rôle de DG dans la transition là-bas. Là, maintenant, il y a Vincent qui s'occupe de la succursale là-bas. Ça va super bien, mais quand même, on a fait des bons apprentissages dans tout ça. Beaucoup d'intégrer une culture, de voir un peu c'est quoi qui étaient les bonnes pratiques là-bas, de les intégrer dans nos choses, mais aussi de devenir concessionnaire. Ça apporte quand même beaucoup de changements dans les façons de faire. Fait que ça a été quand même un beau défi. Beau défi, un très beau défi, même. Aujourd'hui, ça va super bien. Oui, exactement. Maintenant, concessionnaire Freightliner aussi depuis l'acquisition de Freightliner Drummondville en 2000. En 2022. 2022, on a acheté, on a racheté Freightliner Drummondville. Fait que depuis ce temps-là, on a Freightliner et Western Star dans les 3 dealers. Granby, Drummondville et Victoriaville. Ouais. Ça a été un autre beau projet, ça, de racheter Jean-Claude. Parce que vous avez parti de la business ensemble. Puis d'arriver puis clore la boucle comme ça, parce que Jean-Claude, il prenait sa retraite aussi. Fait que d'arriver puis de clore la boucle comme ça, bien finir ce que vous aviez commencé. Ça a été le fun. Ça s'est bien fait, ça s'est fait vite aussi. Au fait, j'avais appelé Jean-Claude 3 ou 4 ans auparavant pour lui demander où il était à vendre qui m'était intéressé.
Phil l'avait relancé, je pense, c'est comme 2 ans après. Quand Jean-Claude a décidé de prendre sa retraite, il m'a appelé et il m'a dit Dan, il dit, tu m'avais dit que quand je serais à vendre, je te dis, je suis à vendre. Il dit, je te dis tout de suite, si ça t'intéresse, vous êtes 3. C'est bon, ça nous intéresse. Puis on a fait nos démarches, puis en fin de compte, Jean-Claude est allé avec la famille Lamoureux parce que on avait les mêmes valeurs. C'était important pour lui, pour ses employés, que ça continue comme c'était parti. Quand j'ai rencontré Jean-Claude, 15 ans plus tard, parce qu'on était séparés depuis 15 ans, c'était comme si jamais il n'y avait rien qui aurait été arrêté entre nous deux. On se parlait pareil, on s'était dans le temps, puis Ça n'avait pas effacé toutes les autres années que vous avez passées Non. ensemble avant. c'est tombé comme Ouais. numéro 1, comme on dit. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y avait rien. C'était. Ah, puis ce que je ressors de ça, c'est que ça l'a paru aussi dans le processus. Tu sais, ça s'est fait super vite, on s'entend. Là, en dedans de 3 mois, on avait tout réglé, puis on est Exactement. arrivé. Ça s'est fait super vite parce que justement, je pense qu'on pédalait dans le même sens. On s'en allait à la même place, puis on Exactement. voulait que les choses se fassent bien. Ça a été simple. Puis ça a paru qu'il y avait cette complicité-là. Je pense qu'il Oui. est resté dans le temps. Pour vrai, oui. Ouais. Ça nous a aidés, disons. Et sinon, quand on est arrivé aussi à Drummond, c'est un peu plus récent, mais on a senti que l'entreprise amenait la même place, avec les mêmes valeurs. Ça avait été bâti avec le même fond. Puis ça a apparu tout de suite quand on est arrivé. L'intégration était simple. Exact. Les 2 entreprises, ça ressemblait beaucoup. Ouais. Même au niveau de la structure, tu sais, c'est vous qui l'aviez parti ensemble à l'époque. Fait qu'il y avait Oui. une partie de la structure qui avait été faite ici à Granby qui était encore Exact. là-bas à Drummond quand on est arrivé. Fait que ça aussi, ça a été plus simple. Et aussi à Drummond, quand j'ai arrivé là, quand on a acheté, on a racheté en 2022, j'ai revu plein d'employés que j'avais engagés dans le temps à Drummondville, qui étaient encore là. Ils sont encore là aujourd'hui d'ailleurs. Là. Il y en avait encore pas mal, ils étaient encore là. Ah ouais. Que, tu sais, les structures des business étaient sensiblement les mêmes. Là. Avec les mêmes valeurs. Super. Fait que je pense que ça fait un peu le tour pour notre premier bloc historique de Camion BL. Fait qu'on va commencer avec le deuxième bloc. Pour le deuxième bloc, j'aimerais ça qu'on parle plus de notre raison d'être qui est simplifier la vie de nos clients. D'ailleurs, un petit peu partout, affiché partout dans l'entreprise, mais j'aimerais ça qu'on parle plus de comment ça partit, ça, parce que je me rappelle quand on était jeunes, tu nous parlais, tu nous disais, tu sais, Phil, si tu donnes du service, là, tu vas toujours avoir de la business. Puis, tu sais, pour toi, le service a toujours été ancré au fond de toi. Aujourd'hui, on l'a transcrit différemment, mais comment ça te parle, ça? Tu sais, comment est-ce que tu as évolué dans cette culture-là de service puis le client en premier? Bien, un client qui a un camion, tu sais que le client gagne sa vie avec son camion. Ouais. Puis moi, c'était primordial pour moi de donner le camion au client pour qu'il puisse gagner sa vie le plus vite possible. Tu sais, c'est. Le client, là, peu importe ce que tu vas faire, tu vas lui donner du service, il va toujours parler pour toi. Tu sais, de bouche à oreille, c'est sa meilleure publicité. Tu sais, le client, là, peu importe le client ou son client à lui, il va avoir son stock, puis il gagne sa vie avec son stock. Tu sais, je ne peux pas dire à un client, je vais te réparer dans 2 semaines. Le gars, il ne peut pas se passer de son camion dans 2 semaines. C'est sûr. Surtout, à l'époque, il y avait beaucoup de brokers. C'était camion unique. Aujourd'hui, une compagnie qui a 100 camions, qui en manque un pour une semaine, c'est moins pire un peu. Dans ce temps-là, les compagnies à 100 camions, il n'y en a pas beaucoup. Dans notre secteur ici, il n'y en a pas beaucoup. Même aujourd'hui, Puis- il n'y en a pas des tonnes. C'était aussi l'honnêteté. Tu sais, tu peux pas. Tu changes des pièces qui sont dues à changer. Tu ne changes pas des pièces pour le fun de changer. Tu sais, le client gagne sa vie durement. Tu n'as pas d'affaire à changer des affaires pour le fun. Ouais. C'est. Jamais. Mais comme je dis, service à la clientèle, ça a toujours été mon cheval de bataille. Ça l'est encore aujourd'hui. Puis j'en parle encore aujourd'hui, même si je ne suis pas là souvent, j'en parle encore aujourd'hui. Ah non, puis... Des fois, on entend la petite voix derrière, le Daniel, Ouais. donne du service. Mais tu sais, Exactement. je pense que c'est ça qui fait un peu la culture de l'entreprise aussi, que pourquoi l'entreprise est rendue ce qu'elle est rendue aujourd'hui, c'est
grâce à ça en très bonne partie, je pense. Que toi, tu l'as fait, mais que l'équipe a suivi là-dedans aussi, puis que ça soit vraiment vécu dans le day-to-day. Puis après ça, ben, c'est jamais parfait. On sait que des fois, il y a des journées, des périodes de l'année où ça va moins bien, mais je pense que l'idée derrière ça, c'est de dire, ben, notre intention est quand même ça. Exact. Je me rappelle que tu nous avais déjà raconté une histoire tu parlais d'honnêteté puis de peut-être assumer ses erreurs. Tu nous as raconté une histoire sur une transmission qu'on avait réparée, je pense qu'on avait peut-être mal fait la job. En tout cas, peut-être tu sais de quelle histoire je parle. Il y a une vingtaine d'années, dans le fond, un de nos mécanos a réhabilité une transmission pour un client. Fait que le client il est parti avec le camion, puis le client transportait aux États-Unis. Quand il est arrivé aux États-Unis, la transmission s'est mise à grogner. Là, il a arrêté chez un concessionnaire, puis il est allé voir là-bas, puis on dit que si la dernière transmission qui est sautée, la transmission s'est vidée d'huile, puis la transmission est brûlée. Fait que le client m'a appelé, puis il me dit ouais, on fait quoi avec ça? J'ai dit faire monter la transmission là-bas. Passe-moi le directeur du service là-bas, je vais y parler. Fait que là, j'ai dit au gars, fais-moi une estimée pour monter la transmission, puis on verra. Fait que faites l'estimé, la job finie à 5 000 $. J'ai dit c'est correct. Je réponds à la transmission, puis c'est moi qui vais te payer le bill. Quand j'ai dit ça au client, j'ai dit je me suis arrangé avec le directeur de service là-bas, mais avec le camion, c'est prêt, je vais payer la facture. Il dit au complet? J'ai dit oui, au complet. C'est notre erreur, on assume nos erreurs. Puis comme je t'ai dit, c'est un mécanicien qui travaille chez nous. Ça n'a pas d'importance, c'est qui? C'est Camion BL qui a fait l'erreur. Ouais, c'est ça. On paye pour nos erreurs, puis c'est pas... On n'essaie pas de se défiler. On n'essaie pas d'éviter nos erreurs, on les assume. Ouais, c'est ça. Ah, puis c'est important aussi, tu sais, je pense qu'on passe la majeure partie de notre temps à bâtir des relations avec nos clients. Puis Exact. justement, quand il y a ce lien de confiance-là, quand le client sait qu'il peut avoir confiance en nous, je pense que ça fait des liens pas mal plus solides, puis il sait qu'on est là pour l'aider puis l'appuyer. Quand il arrive quelque chose, on est là pour assumer nos erreurs puis backer en arrière. Ça, je pense que ça fait une grosse différence aussi. Puis c'est pas pour rien qu'on a des clients de longue date comme ça qui nous suivent avec les années. Exactement. Encore aujourd'hui, parce qu'on a encore cette mentalité-là qui vit dans le temps. C'est important. Je peux conter une anecdote. Je dis, j'étais au dernier service à la clientèle à 100 000 à l'heure. J'ai dit, c'était rendu, il y a des clients qui m'appelaient le samedi soir sur mon cellulaire. Juste savoir si parce qu'il était avec quelqu'un, puis il disait que s'il appellerait Daniel Lamoureux, soit qu'il répondrait. Fait que, il m'appelle, je réponds, il dit à son mécano, il dit, je te l'avais dit qu'il me répondrait. Il dit, c'était rien qu'un test que je faisais avec toi, Daniel, fait que bonne soirée. C'est... Ouais. Il n'y avait pas d'heure. Moi, un gars m'appelait dans le jour ou dans la nuit. Comment de fois on aurait dépanné Transport Robert Laplante dans la nuit. Il partait ramasser des porcs à 3-4 heures du matin. Puis quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il m'appelait. Puis Ouais, c'est ça. il venait le dépanner avec des pièces. Puis ça ne m'a jamais dérangé. Jamais, jamais. Mm. Que le client m'appelle à 2 heures du matin ou qu'il m'appelle à 6 heures le soir, ça ne m'a jamais dérangé. Non, parce qu'on le savait qu'au fond, c'était pour. Quand il nous appelait, c'est pas parce qu'il faisait plaisir, c'est parce qu'il avait besoin de nous autres, puis on était là Exactement. pour l'aider. Le client était pris. Puis comme je disais tantôt, il a besoin de son camion pour travailler, il a besoin de son camion pour gagner sa vie. Donne-y ce qu'il a de besoin, puis il va être content. Je parlais avec Eric l'autre fois, Eric Vézina, le directeur de la succursale à Granby, puis il a commencé mécanicien chez nous, puis il était mécanicien de soir à l'époque, puis il y avait un contremaître qui s'appelait Laurent. Laurent Lauzon. On n'avait pas on n'était pas ouvert 24 heures, mais c'était comme si, parce que les gars de soir, à l'époque, ils voulaient tellement finir les jobs de clients, puis il y avait comme ce sentiment-là de fierté de pouvoir remettre les camions sur la route qu'ils en travaillaient une méchante shot. Et souvent, Il faut vous croiser le matin. Là. souvent là, moi, je rentrais le matin parce que c'est moi qui étais au service de jour. Des fois, on se croisait dans les portes. Puis il finissait son chiffre, il était rentré à 3h30 l'après-midi. Puis il finissait son chiffre le matin quand je rentrais à 6h, 6h30. Fait que, Une bonne journée, ça. Des bonnes journées. Puis il y a des clients là, qui se sont fait solliciter par d'autres garages dans ce temps-là. Là, il disait, entre autres, dans le temps, c'était un matériau de l'Estrie qui n'existe plus aujourd'hui. Là. Il m'avait dit, il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour réparer nos camions. Puis j'ai dit, tant et aussi longtemps que BL vont exister, ça va être chez BL qu'on va réparer nos camions. Parce que quand je vais amener mon camion le soir, je
peux me fier que le lendemain matin, je vais l'avoir. Le monde donne du service au client, le client va parler pour toi aussi. Ouais, c'est ça. Déjà tantôt. Ouais, c'est ça. Il y avait cette notion de bouche-à-oreille-là aussi. C'est la meilleure publicité. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est la réputation qui se bâtit avec le temps parce qu'on sait qu'est-ce qu'on est capable de livrer. Exactement. Et tantôt, tu disais ton client que tu avais appelé le soir pour voir si tu allais répondre. La fin de semaine. Dans la fin de semaine. Ouais. Tu sais, moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir des fois des clients rentrer dans ton bureau puis qui te parlent comme si ça fait vraiment 25 ans que tu les connais, mais vraiment comme si c'était tes chums tes chums dans la vie. Là, moi, ça m'a toujours marqué de voir ça, comment que les gens ils se rapportaient à toi, puis ils étaient contents de te voir. Puis on était à l'ExpoCam dernièrement, puis il y avait des gens qui se faisaient, je sais pas, 30 ans que tu n'avais pas vu. Puis Exactement. ils étaient contents de te voir. Fait que, comment justement, c'est quoi l'importance d'un peu de la relation avec les gens Mais peut-être dans l'histoire. Comme j'ai toujours dit, moi, ma porte de bureau était toujours ouverte. Moi, j'avais pas. Il n'y a personne qui me dérangeait. Un client me s'asseoir dans mon bureau, me parler ou je trouvais mes affaires puis je parlais avec. Et la seule fois que je fermais ma porte de bureau parce que je parlais à quelque chose au téléphone confidentiel, sinon ma porte de bureau était toujours ouverte. Puis aujourd'hui, je trouve que quelqu'un qui travaille dans une entreprise avec la porte fermée, je trouve que ça dit je ne veux pas être dérangé. C'est pas. Moi, je trouve que c'est pas la bonne manière. C'est bien ancienne méthode, mais encore aujourd'hui, je me dis, une porte de bureau, c'est ouvert, que le client, peu importe, ton client, ton employé, peu importe, peut venir te voir et te choisir. Fait que dans le fond, c'est un peu d'être ouvert à recevoir ou à parler au monde, peu importe quand ils sont prêts, eux autres, dans le fond. Fait que, Exact. je pense que aussi, il y a quand même la notion de confiance là-dedans. Je t'avais déjà raconté, des fois, le monde, il venait te voir. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je devrais-tu réparer mon camion, le changer? Ou entre deux réparations, je mets dessus comme le gros overhaul, ou je fais juste réparer ce qui est brisé. Fait que je pense que le monde, Ouais. il y avait confiance aussi dans ton expertise, puis que tu étais capable de bien les conseiller sur la bonne affaire à faire, dans le fond, pour leur business en bout de ligne, là. Exact. Tu sais, souvent, le client arrivait dans mon bureau, puis, ouais, il dit, mon camion est brisé, j'aurais tant de 1000 pièces à mettre dessus, c'était telle année. J'aimerais ça avoir un conseil de toi. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je suis mieux de réparer, continuer, ou d'acheter un nœud, ou je donne à l'heure juste. C'est si la réparation en valait la peine avec l'année du camion, la shape du camion, parce que la shape en général, Ouais, c'est et si le camion, il y a 2 millions de kilomètres, puis là, tu dis au client, honnêtement, tu sais mieux changer le camion. C'est une réparation à 20, 25 000, 30 000 à mettre dedans. Si ça fait un bon cash pour un camion neuf. Dans le fond, ton camion ne prendra jamais de 25, 30 000 de valeur, même si tu le mets dedans. Ouais. Fait que la décision, dans ce cas-là, je pense qu'elle n'est pas dure à prendre. Dans d'autres conditions, que la réparation en valait la peine, je lui disais aussi. Là. Et pourquoi tu changerais ton camion? Tu as ton 3 000 pièces à mettre dedans. Puis, tu sais, le camion, il est potable, dans le fond. Là, il n'y a pas tant de millage. Puis, tu sais, tu encore quand même à faire un bout avec. Là, les clients appréciaient ça beaucoup. C'est pour ça que les clients te faisaient confiance aussi, de même, parce que quand ils venaient s'asseoir avec toi, ils savaient que tu n'allais pas dire quelque chose que tu allais tirer avantage, tu allais leur donner Du tout. la bonne réponse qu'ils avaient besoin d'entendre. Puis Exactement. tu t'expliquais pourquoi tu conseillais ce choix-là aussi. Puis Oui, je pense que le client associait beaucoup de valeur à ça. Puis exact. Puis, tu sais, on a aidé beaucoup de clients aussi. Tu sais, tantôt, je parlais de mes parents qui étaient dans le business depuis toujours. Mon père, il a aidé tellement de monde dans la vie. Dans le temps, il y avait l'épicerie puis la ronde de pain, puis il marquait là, aux clients. Il a perdu tellement d'argent là-dedans. Mais dans son cœur, à lui, il était content pareil. Il avait aidé beaucoup de monde. Le monde dans la misère. Puis la pomme n'a pas tombé loin de l'arbre parce que j'en ai aidé beaucoup de monde dans ma business aussi. Et souvent, des clients, et entre autres, des fois, des clients arrivaient, ils disent ouais, j'ai une réparation à faire sur mon camion. J'ai pas les moyens de changer le camion, mais là, il y a une réparation de 20 000.
peux-tu me financer? Peux-tu payer ça de temps par mois? C'est sûr qu'on ne le faisait pas avec tout le monde. Mais on voyait le client, le potentiel que le client avait. Puis 99 du temps, on a dit oui. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, le monde sont reconnaissants de ça encore, là. Tu sais, on parlait de l'honnêteté. Combien de fois qu'on a aidé des clients, mettons, le client arrivait chez nous pour acheter un camion neuf ou peu importe, puis là, on faisait des choses de crédit. Puis, maintenant, on avait des réductions de taux, puis on l'appliquait au client. Même s'il il avait été approuvé avec tel taux, on avait une réduction, on le donnait au client. Donc, un client que, sur son thème, ça descendait de 5 000 Puis, on lui a dit au client, ce 5 000-là, il est tatoué. Puis, on a eu une réduction de taux avec les... Il a sorti des nouveaux programmes. On Puis l'a rappelé après que les contrats aient été signés Exactement. pour y redonner l'argent qui ne nous appartenait pas, dans le fond. Parce Exactement. Que le client, il n'en revenait pas. Il dit... Le client est décédé aujourd'hui, puis avant qu'il décède, il y avait un compte chez nous que même, on avait même radié parce qu'on savait qu'il était beaucoup malade, le client. Fait que là, on avait dit, on ne s'acharnera pas dessus, là, tu sais, il est assez... Il y a d'autres problèmes. il y a assez d'autres problèmes que ça dans la vie. Puis avant qu'il décède, il disait à sa fille, là, il dit, je veux que tu prennes l'argent qui reste dans le compte, que tu as le payé camion BL à Grenville. Il dit, ils ont toujours été corrects avec nous autres, je vais être correct avec eux autres. Puis sa fille est venue nous payer son compte. C'est, quand on dit l'honnêteté paye tout le temps, ça en est un exemple. Ouais, c'est ça. C'est pas de faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent vite fait d'argent. Mais ce qui va te suivre après, pas sûr que tu vas en faire autant d'argent. C'est ça. c'est pas trop. Tu peux pas faire d'argent sur tous les jobs que tu fais. Ça, c'est. Quelqu'un qui pense de même, il n'ira pas loin dans la vie. Il y a des jobs que oui, tu vas faire de l'argent, il y en a d'autres que tu vas en manger. Au final, c'est que ta business reste debout. Je parlais du long terme tantôt aussi, de voir ça sur le. Et voilà. Qu'on va bâtir à long terme avec le client. Puis, c'est un peu ça que tu disais tantôt par rapport aux ententes que tu prenais avec eux. Des fois, tu le savais que quand le client était honnête avec toi, tu pouvais avoir confiance. Exactement. Tu prenais une entente avec lui, puis il respectait toujours ce qu'il disait. Toi, ça te faisait pas peur parce que tu le sais que ce qu'il disait, c'était toujours. C'était le client qui était honnête en partant, puis qui se cachait pas. Tu sais, il y avait de la misère, puis il disait qu'il y avait de la misère, puis il disait, aussitôt que je vais être capable de t'en donner, je vais t'en donner, puis... Et je te le dis, à 99 du temps qu'on les a financés, et qu'on les a attendus, ces clients-là. Mais dans mon cœur à moi, j'ai bien fait ça. Ouais. Oui, on a qu'on a mangé de l'argent avec. C'est sûr qu'on dans l'ensemble, on ne pouvait pas être... on n'avait pas de boule de cristal non plus, on voit l'avenir. Là, fait que, mais... Peut-être une petite question. Aujourd'hui, on parle souvent d'Express Assessment puis tout ça. Je me rappelle que tu me dis, je pense que l'Express, c'est nous autres qui a inventé ça dans le temps. Peut-être. Dans le fond, là, Express Assessment de Fred Lanner, là, je pense que le modèle, ils l'ont pris chez nous. Parce que moi, là, j'ai toujours dit au service, même quand j'étais au service, un client qui arrivait et il disait, mettons, j'ai un problème d'alternateur, puis il était sur sa run. Là. Avant ça, rentre ça dans telle porte, puis là, je prenais un mécanicien, c'est un autre job qui pressait moins. Parce que moi, je savais des clients qui pressaient, puis les autres qui pressaient pas. Fait que je disais, check son alternateur, change-les, le gars partait, il était heureux. Tu sais, je disais pas, ouais, mais là, je peux pas parce que le garage est plein. Non, c'est pas de même que ça marche. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider là? Je peux peut-être pas tout faire, mettons, ce que tu as besoin de faire sur ton camion, mais comment je peux t'aider aujourd'hui à au moins ce que tu repartes? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour que tu sois capable de continuer ta run, continuer ton parcours que tu as à faire, et te rendra heureux aujourd'hui. Puis souvent, le client va dire, répare-moi telle affaire, je vais aller faire mon voyage, mais garde-moi une place, mais je revienne. Puis c'est le même qu'on s'arrangeait, puis ça a toujours bien été. Puis le client était reconnaissant de ça. Ouais. Il était conscient aussi que, tu sais, quand le client arrivait avec une liste de 5-6 items, il prenait, mettons, une coupe d'heure chaque, il était conscient qu'on ne fait pas tout bien de rentrer pour le faire au complet d'une shot. Et les affaires qu'il était capable d'attendre, ceux qui étaient capables d'attendre, le client était conscient qu'on
on faisait notre maximum pour y aider. Ouais, On le fait encore aujourd'hui, d'ailleurs. Pas parce que tu n'avais pas d'ouvrage, parce que la cour était pleine. Était pleine, Puis, était encore pleine c'est quoi la solution que je peux t'offrir aujourd'hui, au moins, qui va te dépanner, puis te remettre sur la route, puis tu sois capable d'aller travailler? Souvent, mettons que le client y arrive et une job trop longue, on peut dépanner le client avec un camion de location. Si on a des camions de location long terme, on fait de la location long terme, court terme, spécialisée. Fait que le client, il est pas mal pris quand il vient chez nous. Oui, on va le réparer au plus vite possible, mais des fois, on peut pas. Un job de 5 heures, on ne peut pas le faire dans 1 heure. Puis le client, des fois, il y a une run établie, puis il faut qu'il livre au client. Fait qu'on lui loue un camion pour la journée pour qu'il se dépanne, puis en attendant qu'on répare son camion. On avait déjà parlé de ça. On parlait d'Express Assessment là, tantôt, puis on avait déjà parlé de ça avant que ça existe dans les concessionnaires partout en Amérique du Nord, mais il y avait un client dans l'État de New York là, qui avait brisé. Je ne sais pas si tu veux compter cette histoire-là, quand même le fun d'entendre. Puis ça parle beaucoup. Des fois, c'est pas logique. C'est comme je disais, l'Express Assessment, c'est le client arrivait, on prend 5 minutes, check ce qu'il y a sur son camion. Entre autres, comme Philippe dit, un client qui était pris à New York avec un check engine. Là, il est arrivé chez le dealer à New York. Le dealer à New York, puis il dit, je peux pas te faire avant une semaine. Voyons donc, il dit, check-moi là au moins. Il dit, non, il n'y a pas question, j'ai pas de temps. Mais... le client, il a dépiné il a demandé au concessionnaire là-bas, je peux-tu dépiner mon trailer dans la cour? Il a dit oui. Il a dépiné le trailer dans la cour, il est descendu à Granby. Ça a fait 600 km. Il a amené chez nous. Il est arrivé, on a branché l'ordinateur dessus, c'était un sensor. Ça a pris en dedans de 30 minutes de réparer le camion. Il est reparti et remonté là-bas, 600 km. Fait qu'il a fait 1200 km pour une job qui a pris une demi-heure. Fait que si, à New York, il aurait pris le temps de le vérifier, il aurait sauvé 1200 km et bien du temps au client. Du temps, du fuel, l'argent aussi. L'argent, le temps, l'argent, c'est une aberration, on va dire. Ouais. Je peux pas comprendre quelqu'un qui répare des camions qui agit de même aujourd'hui. Qui agit de même aujourd'hui, même dans le passé. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, justement, l'Express Assessment vient aider pour ça dans le réseau. Il y a eu une époque où ça n'existait pas. Non. On va toujours prioriser, je pense, nos clients locaux, mais quand il y a un client passant qui passe, c'est important de l'aider aussi parce que lui, il n'a pas choisi de passer par là, sa run, elle passe là. Fait que quand il arrête, qu'il est brisé, il faut l'aider aussi. Puis c'est pas de sa faute s'il brise dans notre coin, c'est pas notre client, mais il faut l'aider quand même. Il faut l'aider quand même. Il faut prendre le temps de prendre ça en considération. C'est ça. C'est ça qui fait notre force et notre service. Fait que... Oui, ben, je pense aujourd'hui, on l'a nommé simplifier la vie de nos clients, mais je pense qu'au départ, c'était pas nécessairement dit de cette façon-là, mais ça a toujours été quand même ça dans le fin fond. Exactement. C'est de trouver des solutions pour aider le client, puis qu'il puisse le plus facilement possible opérer sa business, dans le fond, puis se mettre dans sa peau pour comprendre c'est quoi sa réalité. Fait que, dans le fond, c'est donner, mettons... simplifier la vie de nos clients, ça s'applique partout dans le business. Là. Ça peut être au service, ça peut être aux ventes, ça peut être aux pièces. Tu sais, le client qui cherche une pièce, tu ne l'as pas. Tu ne dis pas au client, je ne l'ai pas. Tu dis au client, je ne l'ai pas, mais attends-moi, je vais faire des appels pour trouver ta pièce. Puis ça, c'est primordial pour le client aussi. Tu sais, tu dis au client, je ne l'ai pas. Le client dit, Chris, c'est bien bête. C'est pas normal que quelqu'un dise ça à un client. Trouver le plan B, mettons. Exactement. Ouais, c'est ça. Prends le plan B, comme tu dis, puis fais des pieds et des mains pour trouver la pièce au client. Ouais. Au moins, tu arrives avec une solution. Tu sais, hey, j'ai pas ta pièce, mais je suis capable de l'avoir dans 2 jours, ou sinon, je peux t'accommander roche, je vais l'avoir le lendemain, il y a un petit frais de transport, mais au moins, tu donnes des solutions au client. Exactement. Après ça, il peut choisir qu'est-ce qui est le plus logique pour lui. C'est ça. OK, hey, je vais t'arriver avec quelque chose, au moins tu vas. Je te dis pas juste non. J'arrive avec quelque chose de concret. Un non sec, c'est jamais bon. Non, ouais, c'est ça. Super. Ben, merci, Daniel, pour ton explication un peu de la raison d'être de l'entreprise puis comment toi, tu vois ça simplifier la vie de nos clients. Je pense que ça rend ça beaucoup plus concret avec les exemples que tu as donnés. Fait que, merci pour ça. Donc,
on se voit au prochain bloc. Et vous, merci. Donc, Daniel, ça fait depuis 85 que BL existe, ça fait 40 ans. J'imagine qu'il y a comme pas mal d'affaires qui ont changé au cours des 40 dernières années. Je pense que ça serait le fun de finir avec quelques petites anecdotes, peut-être des choses qui sont passées chez Camion BL au fil du temps, puis peut-être nous parler de trucs justement qui ont évolué au fil des 40 dernières années. Je ne sais pas si tu en as une qui te vient en tête rapidement. Oui, j'en ai quelques-unes. Tu sais, si on se fie aujourd'hui avec la rapidité des ordinateurs, puis comparativement avant, avec des fiches, qu'on trouvait des pièces sur des fiches, puis avec ça, on sortait la pièce du card deck, puis on mettait ça sur une copie carbone qu'on comptait à la main. Une facture au carbone qu'on comptait à la main, on en gardait une copie au client puis une copie en comptabilité. Toute la gestion de l'inventaire, ça faisait à main. À main. Il n'y avait pas d'ordi, tu sais. Donc... Il n'y avait pas d'ordi. Puis, tu sais, dans ce temps-là, si on s'en court comme ça aujourd'hui, ça prendrait minimum 2 à 3 fois le staff qu'on a là pour faire le même job qu'on fait aujourd'hui. C'est fou, pareil. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas dur. Tu crées le compte du client avec 6 lettres. Tu fais la facture, puis tu marques le numéro de pièce, puis la facture se sort tout seul. Même encore plus simple que ça, le client va directement sur Accelerator, commande sa pièce. Il n'y a même pas besoin de parler à personne, puis il y a sa pièce chez eux la journée même. Exactement, la pièce en vient. Quand même, c'est vrai que ça a évolué beaucoup, la technologie dans ce sens-là. On voit dans les technologies de camions qui ont changé, puis tout ça, mais quand même, la technologie aussi dans le concessionnaire, on parle des laptops pour diagnostiquer les moteurs, puis tout ça, ça a quand même changé beaucoup la mécanique au fil du temps aussi. Pour ça qu'anciennement, ils appelaient ça un mécanicien, maintenant ils appellent ça un technicien. Il y a eu tellement de technologie, de nouvelles technologies que c'est un technicien. C'est sûr qu'aujourd'hui, on fait beaucoup moins de mécanique, on va dire. C'est beaucoup d'électronique, beaucoup d'électricité. Contrairement à ce que bien du monde pense, la mécanique d'aujourd'hui est beaucoup plus fiable qu'elle était dans ce temps-là. Oui. Tu sais, je me souviens dans le temps, moi, un moteur, quand il est rendu à 500 000 km, il fallait le remonter. Aujourd'hui, il y en a qui font 2 millions de kilomètres. Puis, et plus, même. Tu sais, il fallait changer même période de bearing à tant de 1000 km. Aujourd'hui, c'est la vie du moteur. C'est plus... Il y a du monde qui pense pas... Ils pensent que c'était bien plus fiable dans ce temps-là, mais c'est pas vrai. C'est juste que les problèmes sont un peu différents aujourd'hui qu'ils étaient avant. Avant ça, c'était plus simple à réparer. Aujourd'hui, ça devient plus de complexité. Puis c'est pour ça que ça prend de la formation. Puis, le prix avant ça, les clients se dépannaient plus eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas mal plus dur parce que ça prend des outils qu'ils n'ont pas. On parlait parlait de technologie tantôt. Là. Je me souviens, moi, dans le temps, les premiers téléphones cellulaires qui sont sortis, c'était comme gros de même à peu près. Oui, c'est ça. Avec l'antenne que l'encode dans la tête, avec l'antenne. Puis t'as comme un gros téléphone gris avec des pitons au milieu. Ça ne devait pas être évident de texter avec ça pour commander ses pièces. Il n'y avait pas de texto dans ce temps-là. Non, okay. Non, il n'y avait pas de texto dans ce temps-là. C'était allô, oui, puis bye. C'était de même que... Ça coûtait cher la minute. Ça coûtait cher la minute. Mais d'une affaire, il était assez rare les clients qui n'avaient. Ouais. Et ça a été Pagette, puis là, tu recevais un page, là, tu regardais, là, il fallait que tu rappelles le numéro. Puis là, il fallait que tu trouves un téléphone, tu n'avais pas de cellulaire. Là. Puis là, tu trouves un téléphone pour appeler le client. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, c'est juste l'évolution qu'on dit. Aujourd'hui, le monde, il commande des pièces par texto, ou ben non, Accelerator qui commande eux autres mêmes. Ben puis, même le service, ils font des suivis de service avec des textos. Puis, je pense que c'est plus simple, c'est plus rapide dans certains cas que de faire un appel. Des fois, le client aime mieux ça. Tu ne te déranges pas pour faire le suivi. Il voit la note, puis ça fait son affaire. Mais, le client est au courant de ces choses pareilles. Oui, puis je me rappelle, quand j'ai travaillé quand même longtemps dans les pièces, puis quand je suis arrivé, on avait déjà les ordinateurs, les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est différent, mais je me rappelle dans le comptoir des pièces en avant, il y avait la maudite machine à microfiche, puis j'allais voir Pierre, qui était directeur des pièces dans le temps, puis je dis, c'est quoi ça, Pierre, à quoi ça sert? Puis il y avait des tiroirs avec des petits cartons en dessous, puis je dis, c'est quoi ça sert? Il dit, non, c'est ça, c'est pour les trucks qui sont plus vieux, il faut fouiller les pièces là-dessus. Je dis, bon, mais on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, c'est tout dans l'ordi. Il dit, non, il faut garder. Là, des fois, on a des trucks. J'ai jamais vu personne l'utiliser. Puis, à un moment donné, ça faisait 6-7 ans, là, je travaillais dans les pièces, j'ai jamais vu personne utiliser cette machine-là.
Là, j'ai dit, hey, là, Surtout que ça prenait la moitié du comptoir. Ben oui, c'est ça, c'était gros, là, puis ça avait l'air d'un dinosaure dans le Des coin. microfiches. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je pense qu'on peut la mettre de côté, là. Je pense pas qu'on l'utilise assez souvent. Puis à un moment donné, il n'y a plus personne qui savait comment l'utiliser non plus. Tu sais, quand Exact. ça fait 10 ans, tu l'as pas utilisé, Ah non, c'est comment ça. ça marche. C'est sûr. Fait que, en tout cas, c'est une autre époque. Quand Ah, même, ouais. quand tu regardes aujourd'hui l'évolution, je pense que ça a eu du bon. Tu sais. Dans ce temps-là, nos clients, quand il n'y avait pas d'ordinateur, tout ça, ils prenaient leur pièce puis ils venaient nous voir avec. Ah oui. À cette heure, t'envoies une photo, hey, voici ce que j'ai besoin. Exactement. Pas besoin de se À cette heure, déplacer. c'est pas dur. Tu prends une photo de ton téléphone, tu la textes à quelqu'un, puis dans un éclair, on l'a reçu, puis Ouais, c'est ça. on voit c'est quoi. Tantôt, on parlait de nouvelles technologies de camions puis tout ça. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'avait impressionné. On parle de nouvelles motorisations, gaz naturel et tout ça. Vous aviez quand même été avant-gardiste dans le temps avec votre pick-up au propane que Chantal conduisait. Peut-être nous parler de ça. Ouais, ma belle Chantal qui faisait la commission à l'époque, on avait acheté un beau pick-up usagé au propane. 100% propane. 100% propane. Puis là, un moment donné, elle faisait la commission, puis dans ce temps-là, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a encore plus de stations, mais dans ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de stations. Puis, des fois, elle m'appelait, elle était à Montréal, elle dit là, j'ai quasiment plus de gaz, là, puis je trouve pas de place, puis là, il faut essayer de trouver une place pour aller tanker de gaz. Elle paniquait pas mal. Puis, un moment donné, moi, je prends ce pick-up-là pour voyager chez nous. Et un soir, il va tanker le pick-up, parce que en partant, la hausse avait gelé. Colle au bord de la route. Elle a attendu 10 minutes que la hausse dégèle, puis reparti. C'est sûr qu'aujourd'hui, au gaz naturel ou au propane, c'est plus la même technologie. Ils ont plus ces problèmes-là. Puis, des stations, ils en ont plus aussi. Fait ouais, que, c'est ça. le propane, il est plus... disons, c'est mieux pour les clients que c'était dans ce temps-là. C'est mieux adapté aujourd'hui. C'est Ils mieux ont adapté. évolué la technologie un petit peu. Exactement. Je pense que ce pick-up-là, il a fait sacrer pas mal parce que c'était pas. Ça apparemment que c'était pas trop fiable, mais tu sais, on parle de ça, d'une technologie des années 80 versus toute la recherche et le développement qui a été faite aujourd'hui. Oui. Tu sais, on arrive d'un camion avec l'électrique, gaz naturel, comme on disait tantôt, l'hydrogène même qui s'en vient. Tu sais, je pense que on s'en va vers autre chose, mais tu sais, il fallait quand même être innovant en 88 de créer cette technologie-là. Il y a une chose qui était bonne, par exemple, là-dedans. Ça coûtait à peu près la moitié moins cher qu'avec du gaz. Puis déjà que le gaz, c'était pas cher à cette époque-là. Exactement. Ben, la moitié moins chère, sauf que ça prenait 3 fois plus de temps à faire la même affaire parce que tu étais toujours stallé avec la haute gelée. Exact. Mais c'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus pareil, là, mais... Ouais. Quand même, c'est Ah oui. le fun de. C'était les premières versions, dans le fond, au propane dans le temps. Ouais. Je sais pas pourquoi ils en font plus. Il y en a encore quelques-uns qui n'ont, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Good. Sinon, tu sais, je sais pas si tu as d'autres anecdotes. Des fois, tu sais, c'est quoi, tu sais, as fait de la mécanique quand même longtemps, même ici, t'en as pas fait depuis un bout, mais Ouais. c'est quoi ta pire job que tu n'as jamais faite en mécanique? Je vais te dire, la pire job que j'ai faite en mécanique, c'est dans le temps qu'on était au 49 Saint-Jude. Il est rentré un camion poubelle que le moteur a sauté, puis il était chargé. Disons, quand on rentrait le matin, la chaîne pour ouvrir la grande porte était juste à côté de la petite porte d'homme. Fait qu'on rouvrait la petite porte d'homme, puis là, on avait le nez dehors, puis on ouvrait la porte de même pour faire sortir la senteur à la force que ça puait. Ça avait eu le temps de fermenter un peu. Puis la fermentation a fait qu'en dessous du camion, il y avait beaucoup de petits verres blancs. Arc. Et puis, je me trouve à me rappeler parce que les filles, Chantal puis Carole, ils travaillaient dans le bureau en haut. Ils venaient à sa connaissance. Une chance qu'on pouvait travailler porte ouverte dans ce temps-là. Parce que ça a été insensé de travailler dans... Il n'y avait pas trop de télétravail à ce moment-là non Et plus. non, il n'y a pas de télétravail dans ce temps-là. Fait- Mais ça, c'était une des pires... Mais j'imagine que tu l'as sorti vite, celle-là. Votre affaire, ça n'a pas été long, on a remonté le moteur. Puis, Tu sais, pourquoi à l'époque, mettons, ça se passait comme ça aujourd'hui, tu sais, un camion qui, même si le moteur saute, s'il est chargé, ils vont trouver une façon de le décharger, mais tu sais, à l'époque. Oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. À ce temps, ils vont brancher un truc à côté de l'hydraulique, faire marcher l'hydraulique pour être capable de le vider, tu sais, mais
Les systèmes ils ont évolué. Les systèmes ont évolué aussi dans ce temps-là. Aujourd'hui, là, comparativement à ce temps-là. Là. C'était-tu déjà hydraulique à ce moment-là ou c'était. Oui. C'était hydraulique, mais c'était. Donc, les méthodes ont changé aussi un peu. C'était peut-être moins évolué que ce qu'on voit aujourd'hui. Good. Ouais. Je me rappelle, moi aussi, d'avoir eu un truck chargé avec des petits verres qui coulent à terre. Là. Ça faisait comme. On dirait que c'était des gouttes d'eau, mais c'était des petits verres blancs qui tombaient, puis on shootait ça dans le drain. Quand tu travailles en dessous du truck, puis tu as une cagoule dans la face, ta chaîne est tapée du tape en haut, puis tes bas de pantalon, tes bas de chienne en bas sont tapés. C'est. Faut le faire. Ouais. Faut le faire. Fait qu'il fallait que tu fermes tes dents aussi pour être sûr que. Faut pas tuer trop souvent. C'est moins drôle ce jour-là que c'était aujourd'hui. Ouais. Là, ça, c'était ta pire job, mais sinon, ça a été quoi ton meilleur coup en tant que mécanicien? Qu'est-ce que tu as. Le meilleur coup. J'en ai tellement que le meilleur de tout. Une job que j'aimais beaucoup faire, c'est les camions, réparer des camions accidentés. J'ai aimé ça. Je trouvais que c'était une. Tu sais, tu prenais un camion qui était tout fessé, puis tout le sortait, il était comme nu. C'était une. Valorisant. C'était une fierté. J'aimais ça faire ça. Mais dans le fond, je faisais à peu près n'importe quoi. Faire la job de A à Z aussi, d'arriver et de dire, OK, exact. Le truck, là, il est magané, puis quand tu le ressors, exact. Il est comme un nœud. Tu sais, mettons, le frame d'accroche, on faisait redresser le frame, réparer les cabines, on faisait tout. On en fait encore beaucoup aujourd'hui. On a quand même une bonne expertise là-dedans. Là. Fait que on en fait. C'est les compagnies d'assurance. Beaucoup de compagnies d'assurance nous envoyaient de l'ouvrage parce qu'ils savaient comment on travaillait aussi. Là, puis, eux autres, ils vont toujours privilégier le concessionnaire qui ça donne bien avec aussi. Bon, nous autres, avec les compagnies d'assurance, on était toujours numéro 1, dans le fond. Tantôt, on parlait d'innovation. Je pense que l'innovation chez Camion BL, ça a comme toujours été là. Aujourd'hui, on arrive avec des nouvelles technologies dans les moteurs avec notre manufacturier et tout ça, mais dans nos pratiques, on a toujours essayé d'innover pour être meilleur. Fait que je ne sais pas si tu as des petites anecdotes avec ça. Je m'en souviens qu'à une époque, on vendait beaucoup de moteurs Caterpillar 3176. Puis, à un moment donné, il y a eu un rappel sur les front covers. Les front covers craquaient, puis se mettaient à couler. Puis, quand on faisait le changement de front cover en avant, il fallait tout enlever les guilles dans le train de guilles en avant. Mais il y avait une guille qui était pressée sur le cam. Pour faire le job, il fallait qu'on lève le couvert de valve, enlever les lifters, sortir le cam de là. Fait que là, on s'est dit, le mécanicien qui travaillait dessus, s'est dit, OK, on va se faire un puller. On va dépresser la guille de là. On va changer le guille, puis on va s'acheter un vieux poêle. On va faire chauffer la guille, puis on va la remettre là, puis on va saisir mes 4x10. C'est une bonne idée. Fait que le job prenait à peu près 40 heures, puis on venait à bout de faire à peu près dans 20 heures, juste en faisant faire notre puller. Fait que le client qui était Caterpillar, parce que c'était une garantie, il sauvait beaucoup d'argent. Fait que il nous envoyait des clients de peu près n'importe où, que nous, on fasse les réparations de moteurs. Parce qu'eux autres, ils sauvaient beaucoup d'argent aussi. On aurait dû breveter ça, cet outil-là. On a toujours été innovateurs là-dedans. Manon avait fait un outil pour sortir les bushings de suspension dans le temps qu'il y avait des suspensions de Dixon à lame. Mais la compagnie OTC, ils nous ont copié, ils l'ont fabriqué aussi. Quand ils ont vu ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, il est vendu, mais on s'entend qu'aujourd'hui, il n'y a plus de suspension de même, c'est jamais. Là. Ils en ont vendu pas mal après qu'on l'ait créé. Exactement. Ils ont fini par le faire. Exactement. C'est le même concept. Mais tu sais, là, on se trouvait des méthodes pour essayer de gagner du temps. Puis, on appelle ça le système D. Système D. Oui, c'est ça. En plein ça. Tu sais, on ne s'arrêtait pas à changer le morceau. Comment on peut faire pour changer le morceau que ça aille plus vite? Ça revient un peu à ce qu'on disait quand tu essayais de comprendre, mettons, ta job et non juste faire la recette. Juste la compter ou la comprendre ce que tu fais. La procédure, c'est correct de la suivre, mais quand tu comprends ce que tu fais, je pense que ça aide à bien faire les choses. Puis, exactement. Quand tu comprends ce que tu fais, ça va au mieux. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé en 40 ans, mais oui.
Je pense qu'on a... Une des forces, je pense, c'est que tu as su t'adapter aussi au fil du temps, puis l'équipe aussi a suivi là-dedans. Fait que... Tu sais, dans le fond, une chose que je veux dire, tu sais, moi, quand j'étais seul actionnaire, dans le fond, avant que les gars arrivent, il y en avait des méthodes, mais les gars, quand vous êtes arrivés, Sam et Phil, là, vous avez amené vos technologies, des nouvelles technologies qui ont fait grandir Camion BL aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas... tu sais, aujourd'hui, là, le IA, puis peu importe les choses que vous avez faites, je pense pas que moi, je l'aurais fait. Parce que à un moment donné, dans un certain âge, tu ne veux plus être autant up-to-date. Tu sais, vous autres, vous avez amené un nouveau souffle à la compagnie. Tu sais, la compagnie a grandi beaucoup depuis que vous êtes là. Tu sais, vous avez amené votre part aussi, là. Ouais, puis le point commun, je pense que tu dis, on a amené beaucoup, on a amené des technologies, on a amené d'autres choses, on a amené un point de vue différent, mais je pense que le point commun qui nous rattache avec tout ça, c'est le pourquoi on le fait. Pourquoi qu'on le fait? Ben, Oui. C'est pour le client. Quand on prend des décisions à apporter des nouvelles technologies, on se met toujours dans la peau du client. Est-ce que cette décision-là qu'on prend ou est-ce que cette technologie-là qu'on va amener va finir par simplifier la vie de notre client ou est-ce qu'on va pouvoir avoir une valeur ajoutée pour notre client? Fait que, je pense que ça, c'est au cœur de nos décisions. Fait que ce soit via les technologies ou via le système D à fabriquer des outils, mais le point commun là-dedans, c'est de ramener ça sur le besoin que nos clients ont. Exactement. Tu sais, on innove tout le temps. Tu sais, comme Chantal, aujourd'hui, elle se peut être après retraite, mais elle fait des projets pour essayer d'améliorer tous les systèmes. Puis, tu sais, elle aime ça. Elle en mange. C'est vrai que je la laisse faire. Là. Elle aime ça, fait que je la laisse faire. L'hiver, ça me dérange moins, mais l'été, on prend plus de temps un peu pour aller jouer au golf, disons. Super. Ben écoute, merci beaucoup, Daniel, pour ton temps, tes anecdotes. Je pense que ça a été super intéressant d'entendre toute cette histoire-là. Puis je suis convaincu que nos auditeurs vont apprécier aussi. Donc, si on veut peut-être finir sur une petite note, qu'est-ce que tu nous souhaites pour les 40 prochaines années? Que vous continuez à donner du service aux clients, comme qu'on en donne aujourd'hui. Ne perdez jamais ça de vue. Ça va tout vous suivre. Pour vous autres et pour les futurs, la future relève de Camion BL. Les petits amoureux. Les petits amoureux. Merci, Daniel. Très Merci. intéressant. Merci. Fait que c'est ce qui met fin au podcast Histoire de troc, édition spéciale 40 ans, Camion BL. Merci à tout le monde.